Bonsoir à vous. C'est une semaine cruciale pour nos retraites puisque le rapport Moreau va être remis vendredi au Premier ministre, qu'il donne des pistes pour la réforme qu'on attend pour l'automne. Ceux qui s'opposaient hier, les socialistes bien sûr, à une réforme des retraites, la réforme Woerth, sont donc condamnés à réformer à leur tour aujourd'hui. Tous les Français seront mis à contribution. Voilà ce qu'a précisé le gouvernement, y compris les fonctionnaires, ce qui n'a pas manqué immédiatement de faire réagir les syndicats. Alors à quoi va ressembler cette réforme? Peut-elle être la der des der, la réforme qui sauvera le système, et à quel prix? En opposant le privé et le public, c'est évidemment une question. Fonctionnaires, le test des retraites, c'est le titre de l'émission de ce soir. On attend vos questions via SMS, Internet et les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Éric Aubin, numéro 2 de la CGT. Vous êtes en charge du dossier retraite sur le site Internet de la centrale et dans son bulletin. Vous expliquez qu'une bonne réforme est possible, à condition de, notamment, taxer les profits, en tout cas revoir les cotisations des entreprises. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, auteur de 60 milliards d'économies. Votre dernier ouvrage chez Albin Michel. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous enseignez à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Enfin, Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès. Vous dirigez le MBA, on dit MBA, de droit des affaires et de management à la société d'Assas 2. Dernier ouvrage, on entend la forêt tomber par l'arbre poussé. Ça, c'était publié chez Lattès. Éric Aubin, on est assez frappé quand même d'entendre, et ça ne vaut pas que pour vous la CGT d'ailleurs, mais les syndicats dire qu'ils sont contre la réforme alors qu'on ne sait pas ce que va être la réforme. C'est par principe que vous êtes contre une réforme des retraites? Non, non, nous sommes favorables à une réforme des retraites et d'ailleurs nous demandons depuis la réforme Balladur de 93, donc c'est pas nouveau, à ce qu'on ait une réforme du financement. Ça aurait évité d'ailleurs de revenir 5 fois sur le dossier des retraites depuis 93, car à chaque réforme, on nous a dit qu'on allait pérenniser nos régimes, qu'on allait les équilibrer. Or, à chaque fois, on a constaté qu'il n'y avait pas l'équilibre des régimes et qu'effectivement, on arrivait à des déficits importants à terme. C'est le cas encore aujourd'hui puisqu'on nous annonce un déficit de l'ordre de 21 milliards à l'horizon 2017-2020. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons une réforme, mais une réforme qui s'attaque au financement. Or, les premières propositions qui semblent apparaître, puisque le rapport n'est pas encore rendu officiellement, il est rendu vendredi. La presse en est fait l'écho, donc je pense qu'ils ont des sources qui sont à peu près fiables. Et effectivement, les premières pistes, en tout cas, qui ont été reprises par la presse, montrent qu'on est toujours dans une réforme de même nature, savoir qu'on bougerait les paramètres, notamment la durée de cotisation, enfin on y reviendra je suppose, mais et qu'on ne va pas vers une véritable réforme de fond. Donc aujourd'hui, on a vous posé la question de savoir comment on remplit la caisse que de la manière dont on la vide. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on sait que la question démographique, on connaît très bien l'évolution. On va avoir plus de retraités qui vont vivre plus longtemps. Donc soit on reste avec une assiette constante et donc on est obligé de baisser les droits. À assiette constante, ça paraît évident. Ou alors on cherche des ressources nouvelles de façon à la fois à assurer un bon niveau de retraite à tous les retraités aujourd'hui et demain. Donc on taxe. Mais en sachant on quand lève même de l'impôt. que le niveau de retraite moyen aujourd'hui, il est de 1 246 €. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui le signale. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que le niveau de retraite peut encore être abaissé ou est-ce qu'on considère qu'il faut prendre plus de part du PIB, du produit intérieur brut, consacré aux retraites? Je crois que le débat, il se situe autour de ces questions-là. Et j'espère qu'on aura ce débat-là. On va rentrer dans ce débat-là, oui, c'est le principe du jeu. Une déclaration de Jean-Claude Mailly, vous voudrez savoir si vous votez la motion Mailly, le patron de Force ouvrière. Il dit, Jean-Claude Mailly, sur cette réforme, personne ne doit être concerné par la réforme, c'est le contraire, tout le monde doit être épargné. On peut faire une réforme en épargnant tout le monde? On peut faire une réforme sans douloureuse? S'il parle des retraités actuels et des futurs retraités, je serais assez d'accord avec la déclaration de Jean-Claude Mailly. Je me doute que vous voteriez la motion Mailly. Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, il faut trouver des ressources financières. Et donc, nous proposons à ce qu'il y ait une révision des règles qui valent pour les cotisations sociales. Alors, en 2 mots, c'est que on a aujourd'hui les cotisations sociales qui sont assises sur une masse salariale. Ce qui fait que moins on a d'emplois, moins on a de salaires dans les entreprises, moins on paye de cotisations sociales. Il nous semble que c'est complètement contre-productif en matière de financement de la protection sociale. Et donc nous demandons, nous, à ce qu'il y ait une réforme de ces cotisations qui prenne en compte la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée. Qu'on prenne en compte une fois pour toutes la taille de l'entreprise, la richesse qu'elle crée, le nombre de salariés concernés dans l'entreprise, ce qui fait qu'on aurait toute une catégorie, notamment les TPE, les très petites entreprises et les PME, qui tireraient bénéfice de cette réforme, en sachant que ce sont elles plus exactement qui créent aujourd'hui l'emploi, ce ne sont pas les grands groupes,
les grands groupes les font plutôt subir une politique. J'entendais la semaine dernière. Pour parler clair, vous voulez taxer les profits. Vous voulez que les gros payent plus. Non, mais ça, c'est une deuxième proposition. Non, on préfère. Ça fait aussi partie des propositions. On propose également qu'effectivement, on taxe les dividendes à hauteur de ce que les salariés payent sur leur salaire. Mais la modulation, c'est véritablement prendre en compte la taille de l'entreprise, les richesses créées et la part de la masse salariale pour favoriser l'emploi. Nous, on fait le pari que si on avait une cotisation assise sur cette part de la masse salariale dans la valeur ajoutée, on créerait de l'emploi et donc on amènerait des ressources nouvelles dans nos régimes de protection sociale, sachant qu'aujourd'hui on a une situation de l'emploi qui est catastrophique. 178 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en 2013 et 128 000 supplémentaires en 2014, ce sont les chiffres de l'UNEDIC. Est-ce qu'on peut appliquer, Agnès Verdier-Molinier, la motion Mailly-Aubin, épargner tout le monde dans cette affaire? Ou est-ce finalement il faut n'épargner personne, comme le dit Marisol Touraine ce week-end? L'idée, ce serait que tout le monde participe à l'effort et non pas qu'on occulte l'idée qu'on va avoir bientôt 20 milliards de déficit. Le souci, c'est qu'à aucun moment, on a vraiment pris la mesure de ce problème des retraites. Il y a eu beaucoup vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup de réformes. Et on était les premiers à dire au moment de la réforme des régimes spéciaux que ça n'allait pas assez loin, au moment de la réforme de 2010 que ça n'allait pas assez loin, que ça ne suffirait pas. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'ancien sénateur Dominique Leclerc qui répond à la Fondation IFRAP en disant « J'ai été rapporteur, je savais que la loi pour laquelle je travaillais au Sénat était finalement incomplète et on avait fixé ce rendez-vous de 2013 pour revenir sur le sujet parce qu'on savait qu'on serait encore en déficit et qu'on n'avait pas résolu les problèmes, eh bien là, on voit qu'on est maintenant, et bien sûr nos partenaires européens nous le rappellent, on n'est pas seul et on a ce devoir de s'attaquer à ce sujet. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important. C'est qu'il faut non pas continuer à dire on garde plein de régimes différents, on garde d'un côté le public, de l'autre côté le privé. Et vous avez dit tout à l'heure opposer, est-ce qu'on va opposer? Moi je dis il faut réconcilier. Il faut réconcilier les modes de calcul, les retraites, du public, du privé. En l'alignant sur et des régimes spéciaux sur le régime du privé. Eh bien vous savez, le problème c'est que quand on regarde les dépenses, rien que les dépenses de l'État, vous voyez, les dépenses de casse-pension, ce qu'on appelle le casse-pension des fonctionnaires de l'État. En 2012, on est à 42,3. En 2015, si on ne fait rien, on est à 48,3. Ça veut dire que quelques économies qu'on fera à côté, eh bien, on a une dérive des pensions qui est absolument incroyable et c'est explosif. Donc, il faut s'y atteler. Et même les agents eux-mêmes, je dirais, ils ont des raisons de pousser dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, un jour, c'est les pensions des fonctionnaires qu'on ne pourra plus payer. Et c'est ça la réalité. Bernard Vivier, quelles sont les lignes rouges pour les syndicats? Les lignes rouges pour les syndicats, ce sont les lignes rouges du temps mis à accepter une réforme à caractère inéluctable. Le gouvernement actuel le dit, le gouvernement précédent le dit, depuis 1991... Le gouvernement actuel ne disait pas ça il y a 2 ans au moment de la réforme Woerth. Un jacobin ministre n'est plus un ministre jacobin, ou plus exactement, un ministre jacobin n'est plus un jacobin ministre. C'est-à-dire que quand on est aux affaires, on a les chiffres en face de soi. Et que depuis 1991, depuis le rapport Michel Rocard, ça vient d'être dit, on a succédé les réformes. Elles sont inéluctables, mais pour une raison simple. Il n'y a plus assez d'argent dans les caisses et heureusement du reste, la démographie fait qu'on peut vivre plus longtemps et plus longtemps à la retraite. Donc à partir de là où effectivement on réduit les pensions existantes, où on trouve de nouvelles richesses. Ou alors, il y a encore 2 autres formules. Une à laquelle on ne tient pas, on passe aux retraites par capitalisation. On change de système. On change complètement de système, et nous n'en voulons pas, personne en France, où nous avons, et c'est finalement la voie du gouvernement, nous allons travailler un peu plus longtemps. Alors l'âge de la retraite, le nombre de trimestres qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va produire des ressources pour payer les retraites des retraités actuels, et puis on partira un peu plus tard à la retraite. Voilà, c'est clair. Nicolas Sarkozy l'a dit, François Hollande le dit, et c'est globalement ce qui va arriver. Alors évidemment, il va falloir effectivement l'expression réconcilier le privé, le public, faire converger tout cela, et plus qu'on le croit, les organisations syndicales qui savent, qui sont responsables, qui connaissent les chiffres et qui connaissent ne veulent pas forcément aller vers la retraite par capitalisation parce qu'on aurait été jusqu'au boutiste. Avec sagesse,
elles ont besoin d'exprimer les inquiétudes du monde du travail, du secteur privé, de la fonction publique, et avec sagesse aussi, elles ont besoin de faire comprendre à leurs mandants, à leurs adhérents, à leurs sympathisants, que c'est inéluctable. Oui, la mesure est difficile, mais il va falloir la prendre. Est-ce qu'on n'est pas, Nicolas Bouzou, dans un système assez étrange où on a maintenu, si j'ose dire, la fiction d'un régime par répartition qui couvre la totalité du système et de la population, mal mais qu'il couvre, et puis ce que décrivait à l'instant Bernard Vivier qui se met en place. Alors, ce sont des gens qui capitalisent pour arrondir la retraite. Ce sont des gens qui travaillent, de plus en plus de retraités se remettent à travailler. Un retraité, plus exactement un actif sur deux de 50 à 59 ans dit aujourd'hui, 20% des actifs de 50 à 59 ans disent aujourd'hui, moi je travaillerai à ma retraite. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'avoir un système qui part à la dérive dans ce sens-là quand même? Non, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas très grave. Je pense même que c'est l'une des solutions au problème. Le régime de retraite par répartition, il n'est pas en cause. Partout dans le monde, en fait, on voit bien que ce qui fonctionne bien, c'est un mélange de répartition et de capitalisation. C'est-à-dire que les intégristes de la répartition se trompent et les intégristes de la capitalisation se trompent. La capitalisation ne résout pas tout, parce que quand vous avez un grand nombre de personnes qui arrivent à la retraite, c'est-à-dire tout le monde vend ses actifs financiers, ça ruine aussi tous les retraités, si vous voulez. Donc la démographie, elle s'applique à tous les régimes, quels qu'ils soient. Donc il faut sans doute un mélange des deux. Mais je crois que Mais on le dit ou on le dit pas? Parce que, alors en France, on a tendance, vous savez, c'est comme la santé, on donne de plus en plus aux mutuelles et puis on dit qu'on change pas de système. En France, on va au fond vers des systèmes, ce qu'on veut faire, enfin, mettons les pieds dans le plat, ce qu'on veut développer notamment, ce sont des systèmes de cumul activité-retraite. Et vous avez raison, d'ailleurs ça commence à se faire d'une certaine façon. Il y a un autre chiffre, l'INSEE a publié une étude la semaine dernière qui est très intéressante, qui montre que 7% des retraités de plus de 60 ans continuent de travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces retraités, ce ne sont pas des gens qui, a priori, dans leur grande majorité, ont des problèmes d'argent. Ce sont plutôt d'anciens cadres qui avaient de bons salaires et qui ont ce qu'on appelle un taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport de leur pension à leur dernier salaire. Ils ont un taux de remplacement plutôt bas. Et donc, ils vont essayer finalement d'arrondir, pardonnez-moi l'expression, mais leur fin de mois en travaillant un peu. Bon, écoutez, je crois qu'il y a, si c'est l'un des éléments qui permet, ce ne sera pas le seul, mais si ce sont des éléments comme ça qui permettent de sauver le régime de retraite par répartition, franchement, je pense que l'effort n'est pas colossal par rapport à l'enjeu. Alors, le rapport Moreau sera connu dans le détail vendredi. On le disait, on en connaît déjà par des fuites. On le vérifiera vendredi. Les grandes lignes, on parle notamment d'allonger la durée de cotisation, cotiser plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps, ce qu'a dit très clairement hier la ministre des Affaires sociales. Explication de Marie Laurent avec Guillaume Biraud. Les premières fuites ont retenti jusqu'à Tokyo. À 6 jours de la remise du rapport Moreau sur la réforme des retraites, le président de la République a tenu à rassurer. Le gouvernement ne passera pas en force. Il y a un rapport qui va être bientôt publié. Il va mettre sur la table toutes les options. Il ne va pas en sélectionner quelques-unes. Il va mettre tout, de manière à ce que la concertation puisse être engagée avec les partenaires sociaux sur toutes les solutions possibles. Le gouvernement ensuite fera ses choix, après concertation. En jeu, 20 milliards d'euros de déficit à combler d'ici 2020. La Commission européenne exige des réformes et c'est Yannick Moreau, ancienne présidente du Conseil d'orientation des retraites, qui est aux manettes avec plusieurs pistes. D'abord, allonger la durée de cotisation. Portée à 41 ans et demi lors de la dernière réforme Fillon, elle pourrait passer à 43 voire 44 d'ici 2020. Freiner l'évolution des pensions en les indexant non plus sur l'inflation mais plutôt sur la croissance. Mettre les retraités à contribution en relevant leur CSG et enfin, augmenter les cotisations patronales. Une révolution pour le Parti socialiste au pouvoir, un an seulement après l'arrivée de François Hollande. La droite ironise. Monsieur Hollande vient de remettre la retraite à 60 ans, donc il ne veut pas toucher à cela. Et de l'autre, il nous dit, il va falloir travailler davantage, donc plus d'années. Mais quelle hypocrisie! Aujourd'hui, l'âge d'arrivée sur le marché du travail en France, c'est 26 ans. Il nous explique qu'il faudra travailler 44 ans. Il faut assumer, il faut dire aux Français, mais mes chers concitoyens, vous allez travailler jusqu'à 70 ans, il faut leur dire. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme dans certains pays, les Français effectivement partiront à 62 ans, à 60 ans, avec des retraites de misère. La ministre de la Santé a osé le formuler ce week-end. Quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps.
Plus question pour le Parti socialiste de payer les retraites à crédit. En fait, cela fait des années que le Parti socialiste a parlé d'allongement de la durée des cotisations. Ce qui est vrai, c'est que certains, emportés par le flot des protestations, ont laissé croire, ou ont pensé peut-être d'ailleurs, qu'on pouvait rester simplement sur la question de la réforme de la retraite à 60 ans. Non, évidemment, nous travaillerons plus tard et plus longtemps. Et pour cela, il y aura évidemment un allongement de la durée des cotisations. Certains des jeunes d'aujourd'hui préféreront partir à 60 ou 62 ans et avec une moindre retraite. D'autres partiront peut-être à 63 ou 64 ans avec une retraite plus importante. Donc, sur le long terme, il faut pouvoir harmoniser, unifier et individualiser notre système de retraite. Divisé, le front syndical pourrait alors se reformer. Reçus à tour de rôle au ministère de la Santé, leurs représentants sont clairs, pas touche au salaire ni au pouvoir d'achat des retraités. Toutes les pistes qui sont amenées dans ce rapport, pour l'essentiel, consistent en des mesures qui vont s'attaquer aux salariés et aux retraités. Il n'y a quasiment rien en direction des entreprises, où pourtant c'est là que la richesse se fait. En 2010, effectivement, le Parti socialiste soutenait les mobilisations qu'il y a eu contre la réforme prônée par M. Sarkozy. Ça serait quand même dommage qu'on soit demain obligé de descendre dans la rue pour rappeler que ce qu'on n'a pas accepté d'un gouvernement de droite, eh ben, on ne l'acceptera pas non plus d'un gouvernement de gauche. Dans le camp d'en face, le MEDEF prévient, une augmentation des cotisations ne serait pas sans conséquences pour l'emploi. Aujourd'hui, la France est dans une situation de sous-compétitivité notoire. Cette sous-compétitivité se traduit par une faiblesse des marges des entreprises. Quand les marges sont faibles, il n'y a pas d'investissement. Et quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Et quand il n'y a ni investissement ni emploi, il y a chômage. Et quand il y a chômage, il y a désespérance dans un pays et finalement affaiblissement des recettes, en particulier dans le champ des retraites. Donc pour nous, la question d'augmentation de cotisation n'est absolument pas à l'ordre du jour. Début des discussions les 20 et 21 juin prochains, à l'occasion de la deuxième conférence sociale. La réforme devrait être adoptée par le Parlement avant fin décembre. Question d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur. En serions-nous là aujourd'hui si l'âge de la retraite était resté à 65 ans en 82 ? Non, on n'en serait pas là, c'est sûr. C'était une grosse erreur à l'époque d'avoir reculé l'âge à 60 ans et je pense qu'on en paye aujourd'hui les conséquences. Maintenant, on l'a bien dit, l'espérance de vie s'accroît tous les jours. À ma génération, on sait pertinemment qu'on va travailler jusqu'à 65, peut-être 70 ans. On n'a aucune illusion là-dessus. Et maintenant, on aimerait que tout le monde soit solidaire de cela, parce qu'on peut payer, on peut cotiser pendant des années, mais il y a un moment aussi, il faut que les générations, entre elles, non seulement les générations, mais aussi les différentes strates de la société, c'est-à-dire le public, le privé, les régimes spéciaux, tout le monde soit solidaire. On parle beaucoup de solidarité dans ce pays, et finalement, le jour où il faut être vraiment solidaires les uns des autres, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Donc, je crois que là, on a aussi des... Vous êtes très optimiste quand vous dites que vous savez que vous allez travailler jusqu'à 65-70 ans. Il y a je crois qu'un actif sur deux de 60 ans est au chômage. Moins d'un actif sur deux est au travail. Bon, on est d'accord sur le chiffre, c'est l'inverse. Après, oui. On espère aussi que le gouvernement, les différents gouvernements qui vont se succéder dans les prochaines années, sauront faire des choix, disons, meilleur que ce qui a été fait ces derniers temps, notamment sur la fiscalité des entreprises. Et c'est pour ça que je ne peux pas rejoindre ce que disait Éric Aubin tout à l'heure. On est dans de la destruction de richesses à cause de la fiscalité et du coût du travail qui pèse tous les jours sur nos entreprises, qui les empêche d'embaucher, de créer de l'emploi, etc. Et ce n'est pas la solution d'aller chercher encore dans les caisses de nos entreprises des financements pour les retraites. Donc vous remettriez, par exemple, l'âge légal à 65 ans ? Bien sûr. C'est ce que propose le MEDEF. Sans aucun problème. Mais regardez. Sans aucun problème. Regardez oui. ce qu'a fait l'Allemagne. Je ne sais pas si ce serait sans aucun problème. Non, mais parce que pour le monter à 62 ans, on a vu les manifestations de rue que ça a donné. Je crois que les Français sont beaucoup plus prêts que ce qu'on croit. Après, le problème, c'est de monter en épingle et de monter les quelques rares qui sont contre. Et en fait, qu'est-ce qu'on avait dans les manifestations ? On avait aussi beaucoup de représentants du secteur public. C'est pas du tout contre les syndicats qu'on dit ça, mais on peut dire que la représentation à l'intérieur des manifestations, c'était plus le public qui avait peur qu'on
qu'on l'aligne sur le privé. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas. On a eu juste la convergence des taux de cotisation qui est encore en train de se faire. Ça veut dire quoi, convergence? Ça veut dire des taux de qu'on est à cotisation 10,55 dans le privé sur les cotisations salariées. Et par rapport à son salaire. Voilà, et qu'on était inférieur dans le public et que là, on est à 8 et quelques encore. On n'a pas encore rattrapé. Oui, pour aller au même taux, mais on n'a pas encore rattrapé. Et on a encore un taux de cotisation, enfin, finalement, un mode de calcul sur les 6 derniers mois dans le public qui n'est pas du tout identique à celui qu'on a dans le privé, qui est sur les 25 meilleures années sur la retraite de base et sur les complémentaires sur l'ensemble de la carrière. Donc là, il va falloir réunir les modes de calcul. Et je dois dire qu'aussi sur les régimes spéciaux, aujourd'hui, on est encore à des âges de départ en retraite autour de 54 ans à la RATP, quand dans le privé, on est à 61,3 et dans le public, au niveau de l'État, on est à 58 et quelques. C'est ça que vous défendez, Eric Aubin, finalement. Est-ce que c'est une défense des fonctionnaires que vous organisez, syndicats confondus, FO, CGT et les autres, ou est-ce que c'est une défense des salariés, des retraités, en disant stop, on ne paye pas un rond de plus parce que l'argent, il faut le prendre ailleurs? On nous dit clairement, il va falloir travailler plus longtemps. Or, on disait, moins d'un salarié sur 2 est en activité, et on a une explosion du déficit à l'assurance chômage. Parce qu'il y a un transfert de prise en charge par l'assurance chômage, de la retraite à l'assurance chômage, qui fait qu'on arrive à un déficit de 24 milliards fin 2014 à l'assurance chômage. Ce sont des vases communicants, vous voulez dire? Exactement. Et on nous dit à l'assurance chômage qu'il va falloir renégocier là, avant la fin de l'année, puisque la convention arrive à son terme, et qu'il va falloir peut-être aller vers la dégressivité, ou en tout cas réduire les droits des chômeurs pour combler ce déficit. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on propose en termes de réforme de la retraite pour assurer l'avenir? Vivre plus longtemps, travailler plus longtemps, ça vous semble pas une évidence? Non, ça ne semble pas une évidence, parce qu'il y a la productivité qui augmente, il y a plein de choses à prendre en compte. Les salariés n'arrivent pas à travailler plus longtemps pour certains d'entre eux, on n'arrive pas à trouver un mécanisme qui permette de les faire partir plus tôt pour ceux qui ne peuvent pas. Je pense à la pénibilité. On avait dit en 2010, dans la réforme de Nicolas Sarkozy, que le dispositif tel qu'il était proposé était un dispositif médicalisé, qui faisait que les salariés, il fallait qu'ils soient atteints au moins d'un taux d'incapacité de 20% pour bénéficier d'un départ à 60 ans. Or, ils sont sortis des entreprises avant 60 ans, ces salariés-là. Donc on demande à ce que dans la prochaine réforme, il y ait une prise en compte de cette pénibilité et qu'on puisse partir plus tôt, c'est-à-dire avant 60 ans. En échange de quoi? En échange de quoi? C'est un donnant-donnant, une négociation. Le problème, il faut que les entreprises assument leur politique de l'emploi. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises? Elles abusent de la précarité, elles abusent de leurs sous-traitants. Je le dis, la semaine dernière, il y avait un reportage très intéressant qui montrait que les donneurs d'ordre, les grands groupes, imposaient à leurs sous-traitants une baisse du niveau des prix au prétexte que ces petits sous-traitants allaient bénéficier du crédit impôt compétitivité emploi. Et ça, c'est la politique des grands groupes. Ils pressurisent les sous-traitants et donc, dans le cadre de la politique de l'emploi, il faut prendre en compte ces questions-là. Parce que ce sont toujours les très petites entreprises, les PME, qui subissent la politique des grands groupes, et les grands groupes amassent des fortunes. Je vous parle de retraite, vous me répondez emploi, on entend pourquoi, parce que vous avez organisé la communication entre les deux bases. C'est très lié. On est d'accord là-dessus? Ah oui, non mais c'est lié. Non mais c'est complètement lié. Et je pense même que la réforme des retraites ne peut pas se penser sans réforme du marché du travail. Et je crois que c'est pour ça en réalité que les réformes depuis les années 90, les réformes des retraites n'ont pas bien fonctionné. Et je crois que ça a été la grande difficulté avec la dernière réforme, celle de 2009-2010, c'est qu'en réalité, et le phénomène que vous décrivez est juste. Hein, c'est-à-dire que on a rallongé, on a retardé, plutôt l'âge de départ à taux plein, et on voit qu'un grand nombre de personnes se sont retrouvées demandeurs d'emploi. Donc de ce point de vue, si vous voulez, l'impact sur les finances publiques, il est nul. Alors, j'irai pas aussi loin que vous. C'est-à-dire que moi, je crois que néanmoins, si on vit plus longtemps, et on vit plus longtemps, pas dans toutes les professions, donc vous avez raison, il y a un vrai sujet avec la pénibilité, là je vous suis tout à fait, mais il faut allonger la durée de cotisation. Je le dis au passage, c'est pas une question d'âge légal de départ en retraite. Hein. Il faut dire, attendez, je termine juste sur le... On se comprenne bien parce que c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué, c'est pas une question d'âge légal de départ en retraite. Pourquoi est-ce qu'on communique sur l'âge légal de départ en retraite? Pour donner un signal, alors là on va le dire clairement, pour donner un signal compréhensible au marché et aux agences de notation. Mais le fond du sujet, c'est la durée de cotisation. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement, en réalité, a en tête. Donc, allonger la durée de cotisation, il faut le faire. Si on fait en même temps, donc s'il y a du boulot jusqu'à 70 ans, ou 65 ans, du marché du travail. Mais il faut faire les deux à la fois. Et d'ailleurs, au passage, je pense que c'est un très bon chantier pour essayer de densifier un peu le dialogue social en France. Bernard Vivier. Oui, les mécanismes économiques pour résoudre la question des retraites, ces mécanismes sont connus.
Ils sont connus, je le répète, depuis 1991, depuis le livre blanc de Michel Rocard. Le rapport Moreau, c'est le Xème rapport qui ressemble, d'après ce que l'on sait, plutôt à des bouts de papier autocollants qui viennent rafistoler le système actuel. Mais c'est la décision politique qui demande à être prise en compte. Certains l'ont fait. Édouard Balladur, en 1993, un beau mois d'août, a dit « ça y est, bonnes gens du secteur privé, vous allez travailler beaucoup plus longtemps et on va calculer vos retraites non pas sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années. » Personne n'a bougé. 1995, Alain Juppé a voulu réformer les régimes spéciaux de sécurité sociale. Il l'a payé amèrement, durement. Le pays a été bloqué pendant 2 mois. La CGT, avec Bernard Thibault, a tout mis en blocage. Et ainsi de suite. 2003, la CFDT a eu le courage de signer une réforme des retraites. Ça lui a valu en interne 15 à 20% de départ de ses adhérents. 2009-2010, la réforme a été faite. Ça a été très dur, mais on voit que les choses évoluent. François Hollande, aujourd'hui, il ne peut plus se battre contre les réalités économiques. Elles sont là, c'est inéluctable. Il doit faire avec sa gauche, il y a de la politique quand même là-dedans. Mais il doit surtout faire avec la solidarité européenne dans laquelle nous sommes désormais inscrits. Souvenons-nous, il y a quelques jours, il a vanté les mérites du système Schröder. Il est allé en Allemagne dire « nous sommes solidaires parce que nous avons besoin d'une France et d'une Allemagne fortes dans un espace européen sur un marché du travail mondial. » Et les socialistes répondent c'était pure politesse. Non, c'est pas pure politesse. Gerhard Schröder parce qu'il était dans la salle. Non, c'est dire comme c'est compliqué. C'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, l'Europe, en la personne de Manuel Barroso, a dit nous acceptons que la France ait encore un peu de retard dans son redressement, dans ses déficits. 96% du PIB aujourd'hui, la dette publique, ou bientôt. Donc il faut remettre. Nous acceptons que vous preniez un petit peu de temps, mais vous devez toucher à des réformes structurelles, les retraites, le chômage, l'emploi. Donc oui, c'est un problème global. La question des retraites s'insère dans une réforme globale. François Hollande travaille sur des logiques d'évitement, là où Nicolas Sarkozy travaillait sur des logiques d'affrontement et de rapport de force. La méthode de François Hollande n'est pas forcément moins efficace. Elle est probablement utile. Parce que, rappelons-le, il faut avancer par petits pas. Parce que les personnes concernées, tout particulièrement les fonctionnaires, ont besoin de comprendre que c'est inéluctable et qu'il va falloir converger. Il ne faut pas pour autant créer des boucs émissaires ou nommer des personnes qui n'ont pas démérité parce qu'elles ont beaucoup travaillé en étant payées différemment. À quel prix, Nicolas Bouzou, je récupère les 21 milliards qui nous manquent dans les caisses de retraite publiques privées confondues? Je crois vraiment que c'est un problème. Enfin, vous avez quel est le prix? Quelle est la mesure? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? C'est l'allongement de la durée de cotisation. À mon avis, l'idée qui consiste à... Quoi, 44 annuités? Oui, c'est ça, c'est 44. 44, 45, c'est le chiffre... 46, non, c'est 44. C'est le chiffre qu'a commencé à faire circuler le gouvernement, qui est assez spectaculaire. C'est le gouvernement qui fait fuiter. Sur ce chiffre-là, oui. Oui, mais c'est pas un chiffre nouveau. Je veux dire, il y a longtemps, y compris en 2010, quand on avait les débats à l'époque, on nous parlait déjà de 43, 44 ans. Le problème, c'est qu'il faut bien dire à tous les salariés que augmenter la durée de cotisation, c'est baisser le niveau des pensions. Car on aura de moins en moins de salariés qui auront le plein de leurs droits, et donc on appliquera des décotes. Donc il y aura forcément une baisse des niveaux des pensions. Après, sur la question des 6 derniers mois, je voulais y venir, parce que Madame Verdier-Moulinier y est venue. On va y venir dans le détail aux fonctionnaires. Oui, mais finissons faut juste là-dessus. Il faut bien comprendre que le niveau des retraites est le même. C'est le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui l'a signalé dans son rapport. On a un niveau de retraite équivalent. Donc il y a une équité, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On va y revenir dans le détail, parce que c'est un sujet qui est important, et on voit bien que c'est l'étincelle, d'une certaine manière, qui peut mettre le feu aux poudres. Mais vous êtes prêt à négocier, ou vous êtes déjà dans la rue, ou en train de préparer les banderoles? Que je comprenne bien votre position à la CGT. Nous pensons que les deux sont nécessaires. Donc vous êtes prêt à bloquer le pays, pour parler clair? Non, mais on pense qu'il faut que les salariés interviennent, parce que déjà, il faut qu'ils comprennent ce qui se joue dans cette réforme des retraites. Bien souvent, et on le constate nous-mêmes, on lance une campagne d'information. En 2010, on avait formé 23 000 militants sur les questions des retraites. Il y a une tournée des plages. On a relancé, oui, il y a une tournée des plages. Durant l'été avec les saisonniers, on a tout un tas d'initiatives qui sont organisées d'ores et déjà. Mais je pense qu'il faut que les Français, les salariés, mesurent ce que sont les enjeux de cette réforme des retraites. Est-ce qu'effectivement on va travailler plus longtemps ou est-ce qu'on va être au chômage plus longtemps? Est-ce qu'on va avoir un niveau de pension qui va chuter considérablement? Est-ce qu'on va vers un cumul emploi-retraite? 500 000 retraités aujourd'hui travaillent.
mais est-ce que ça pèse pas sur la situation de l'emploi des autres? Est-ce que les jeunes, on va prendre une part des années d'études en compte? Parce qu'avec 44 années de cotisation nécessaires, quand on rentre à 23 et 25 ans, 27 26 ans en moyenne. Oui, 27 ans sur des emplois stables, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille jusqu'à 70 ans. Dites la même chose que Luc Châtel. Hein. Oui, mais exactement. Mais c'est le constat. Moi, quand Luc Châtel dit les vérités, il faut dire les vérités. Et donc, est-ce qu'on va mettre ça en débat? Et est-ce qu'on va effectivement débattre, trouver les solutions qui sont acceptables? Oui, mais est-ce que vous, puisqu'on rappelait ce qui s'était passé en 95 notamment, est-ce que vous avez la clé de ça? Vous êtes prêt à bloquer le pays? Est-ce que, par exemple, la SNCF, paf, on débrayera parce qu'on est contre la réforme de retraite portée par un gouvernement de gauche? On est sur ce rapport Moreau. Nous, on regrette une chose, c'est que dans le rapport Moreau, on n'est que les outils qui soient basés sur les propositions du patronat. Or, on n'a pas les outils que proposent les organisations syndicales et notamment la CGT. Parce qu'on aurait souhaité avoir dans ce débat, effectivement, la question justement de la modulation des cotisations. On aurait pu l'avoir à travers ce rapport Moreau, on aurait pu l'avoir aussi à travers le rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale. On nous a renvoyé dans nos 22. Eh ben, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le débat jusqu'au bout et donc il faut oser aussi débattre des sujets que portent les organisations syndicales. Donc, comme on vous a renvoyé dans les 22, ça va être musclé en mêlée, on a bien compris. Voilà. Une des idées sur lesquelles il faut qu'on revienne, c'est l'idée de réformer les retraites des fonctionnaires, puisque évidemment, c'est ce qui irrite beaucoup les syndicats. Elles pourraient être désormais calculées sur les 10 dernières années et non plus les 6 derniers mois, ce qui serait une petite révolution, même si on ne touche pas à l'âge légal de départ d'un certain nombre de fonctionnaires, près d'1 million de fonctionnaires soumis aux régimes spéciaux. Maxime Beneteau avec David Lemarchand. Michel Salingue a fait sa carrière dans l'enseignement, au cœur des anciennes cités minières du Pas-de-Calais. C'est dans cette école que j'ai sévi pendant plus de 20 ans. Mais c'était un métier très intéressant. Instituteur, agent de la fonction publique d'État donc, il a pris sa retraite il y a 10 ans. Après 37 années et demie de cotisation, c'était juste avant la réforme Fillon de 2003. Est-ce qu'on dit facilement qu'on est parti à la retraite à 55 ans aujourd'hui ? Il faut avouer que dans le contexte actuel, on se sent un peu gêné, même si nous sommes persuadés d'être dans notre bon droit. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui ont plutôt tendance à essayer d'opposer les salariés les uns aux autres. Les actifs aux retraités, les salariés du privé aux fonctionnaires, afin de monter les uns contre les autres, et ce qui évite d'aller regarder ailleurs. Comme tous les agents publics, lui bénéficie d'une pension de retraite calculée sur les 6 derniers mois de salaire, contre les 25 meilleures années dans le privé. Pour plus d'égalité, le rapport Moreau proposerait de considérer à l'avenir les 10 dernières années de la rémunération des fonctionnaires. Le statut du fonctionnaire est basé sur le principe de la carrière, c'est-à-dire que le salaire augmente régulièrement du début de la carrière jusqu'à la fin de carrière. Pour vous donner un exemple aujourd'hui, un enseignant débute dans la carrière avec un salaire de l'ordre de 1 600 € brut et termine à un peu plus de 3 000 € brut. Et en occupant exactement la même fonction. Ce qui n'est pas le cas dans le privé où effectivement, à qualification et à poste égal, même salaire. Donc c'est ce principe de la carrière qui fait qu'effectivement, si on ne prend plus les 6 derniers mois, mais qu'on prend les 10 meilleures années, eh bien on va se retrouver avec des pensions qui vont baisser de l'ordre de 10% à peu près. En guise de compensation, les primes touchées par les fonctionnaires pourraient être prises en compte dans le calcul des pensions, mais seuls les plus hauts agents de l'État en bénéficient. Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est le même dans les deux secteurs, 62 ans. Principe qui souffre de nombreuses exceptions dans le public. Exemple, les policiers, pompiers ou aiguilleurs du ciel, qui peuvent partir dès 52 ans. Résultat, l'âge effectif de départ est d'un peu plus de 61 ans dans le privé et de 57 ans dans le public, chiffre qui intègre les militaires. Ceux qui travaillent dans la fonction publique d'État partent en moyenne à 61 ans, ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou collectivités locales à 58 ans. Enfin, les retraités du privé touchent en moyenne une pension de 1 216 € par mois contre 1 724 € dans le secteur public. Mais dans les deux cas, ces sommes représentent environ 75% du dernier salaire perçu. Force ouvrière est le premier syndicat dans la fonction publique d'État. Ici, le spécialiste de ces questions a rencontré Yannick Moreau lundi dernier et redoute que le gouvernement n'aille, à terme, vers un régime unique de retraite. Quand on commence à faire converger les règles de liquidation, comme on dit dans le jargon technique, quand on commence à faire converger les règles de liquidation, en général, c'est pour s'attaquer aux structures. Pas en premier lieu, mais dans un temps un peu plus lointain, ça peut être une piste. Et ça aura quelles conséquences selon vous ?
Et ça aura une conséquence assez dure, c'est que dans tous les pays où ça s'est fait, que ça se fasse, ça sera de la répartition, ça, on est d'accord. Mais dans tous les pays où ça s'est fait, je pense principalement dans les pays nordiques, les retraites, elles ont diminué. Entre les puissants syndicats de la fonction publique et les plus hauts fonctionnaires qui dirigent l'administration française, le secteur est particulièrement difficile à réformer. La majorité actuelle a un avantage. 2/3 des Français se disent aujourd'hui favorables à une convergence des systèmes de retraite. Question SMS pour partir sur des bases claires. Quelle est la part du déficit de la caisse de retraite des fonctionnaires dans le déficit global ? Ah, ça c'est une bonne question et c'est difficile réellement à évaluer puisque aujourd'hui on annonce 20 milliards prochainement. Je pense qu'on pourrait dire que il y a au moins un tiers, voire un peu plus, qui vient du secteur public. Donc c'est quand même un gros morceau et c'est pas tellement représentatif par rapport au nombre de retraités du public. Oui, avec une précision. Oui. Dans le privé, ce sont les salariés actifs d'aujourd'hui qui payent les cotisations des retraités d'aujourd'hui. C'est le système par répartition. Donc il y a des caisses qui permettent, dans le public, c'est l'impôt, il n'y a pas de caisse de retraite. On ne veut pas parler de caisse de retraite. S'il y en a une, mais c'est une retraite par capitalisation et ça ne concerne pas beaucoup de fonctionnaires. C'est la préfond. Mais c'est le contribuable qui paye à un moment donné, là en 2013, les retraités du secteur public, de la fonction publique d'aujourd'hui. Il faut dire que le taux de cotisation employeur de l'État est toujours en évolution. Il augmente de plus en plus. C'est-à-dire que vous avez une fiche de paye à 1 300 € net, par exemple, et bien vous avez 1 051 € de cotisation employeur qui va avec cette fiche de paye-là. Mais en réalité, c'est juste pour pouvoir payer dans le flux ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc déjà, autrement dit, l'État emprunte aujourd'hui pour payer les retraites des fonctionnaires. Oui, mais parce qu'il n'a jamais voulu créer de caisse, parce qu'aussi, on l'a bien vu dans le reportage, il y a un problème sur la question des primes, où l'État finalement ne veut pas cotiser véritablement sur les primes parce que ça lui coûterait assez cher. Et nous, on a évalué à peu près à 2 milliards d'euros de cotisations qu'il faudrait sortir si jamais demain... Oui, en plus, si jamais demain, on disait, on met les primes à l'intérieur du traitement de base, et pour la plupart d'ailleurs, leurs primes, c'est du traitement de base en réalité, parce que ce sont des primes qui sont versées tous les mois. Et il faut bien dire que dans le privé, quand vous avez une prime ou un bonus, vous avez les mêmes cotisations que sur le reste de votre salaire. Donc là, on ne comprend pas du tout pourquoi l'État garde ce genre de fonctionnement. Après, je pense que ce qui est important par rapport au reportage qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour un professeur, nous on a fait le calcul là, dans notre étude qu'on sort ce mois-ci sur justement la question des retraites. Une retraite privée pour un professeur qui a eu la même carrière qu'un son homologue du public, il est à 2 279 € de retraite par mois en fin de carrière. Et donc la retraite publique, ce sera 2 448. Donc on voit que c'est supérieur. Et pour un enseignant du second degré, c'est 2 339 face à 2 573. Non mais vous avez là, avec les professeurs, quelque chose qui est formidable. Dire qu'il y a une inégalité publique-privée. Non mais vous avez un professeur, vous pouvez comparer le professeur, la même carrière, dans le public et dans le privé. On a la chance d'avoir un système avec du public et du privé en France. C'est les mêmes rémunérations tout au long de leur vie, c'est pas les mêmes taux de cotisation, et ensuite la retraite est inférieure de 200 à 300 € par mois. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas les mêmes taux de remplacement. C'est toujours les éternels débats. Je m'excuse, on a les rapports du corps qui sont votés, Conseil d'orientation des retraites. Conseil d'orientation des retraites qui ne font pas débat. Ce que montrent les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'on a le même niveau de retraite, qu'on soit public et privé, selon les mêmes carrières, etc., et qu'on a le même taux de remplacement autour de 74,2, 74,3. Taux de remplacement, c'est ce que je vais toucher de proportion de mon salaire comme retraite. Voilà, exactement. Donc, de ce point de vue, il y a une inégalité. D'ailleurs, quand on dit 2/3 des Français sont pour l'alignement, c'est parce qu'ils connaissent mal. On parle des 6 derniers mois comme si c'était un privilège pour les salariés de la fonction publique et comme si ça leur donnait un plus en matière de niveau de retraite. Les salariés du privé sont calculés sur les 25 mais oui, mais pourquoi? Parce qu'on a des carrières complètement différentes. C'est expliqué d'ailleurs dans le reportage. On a dans le privé, si on prenait les 6 derniers mois dans le privé, ce seraient les années de chômage qui compteraient. Donc on n'a pas intérêt à avoir les 6 derniers mois dans le privé. J'ai quand même, pardonnez-moi, je reprends les chiffres du reportage. C'est pas pour vous apporter une contradiction forcenée et obligatoire, mais pour mettre les chiffres sur la table. Un fonctionnaire d'État touche en moyenne une retraite de 1 932 €, 1 700 €
en moyenne, disait le reportage. 1281 pour un salarié du privé. Oui, alors, là. Voilà, donc il faut éviter de faire l'amalgame. Il y a 3 fonctions publiques. Fonction publique territoriale, hospitalière et fonction publique d'État. Oui, mais la fonction publique d'État, c'est là où on retrouve le plus de catégories cadres, notamment avec les enseignants. Donc que le niveau de retraite soit supérieur au privé, c'est tout à fait logique. Donc on touche à rien. Par contre, l'hospitalière et la fonction publique territoriale, le niveau de retraite est égal, voire inférieur pour la territoriale. Les retraites sont autour de 1100 € dans la territoriale. Donc il ne faut pas penser que les fonctionnaires ont des niveaux de retraite nettement supérieurs aux salariés du privé. Il faut rétablir des vérités. Oui, mais il faut dire les choses et puis sous le contrôle des téléspectateurs et des téléspectatrices qui continuent avec leur SMS à vous apporter soit la validation, soit la contradiction. Bernard Villiers. Je rejoins assez bien Éric Aubin. Oui, nous avons des fonctionnaires de qualité, impliqués, engagés, qui ne gagnent pas des milliers des cents par rapport aux salariés du privé, qui eux aussi sont engagés et impliqués dans la défense de leur entreprise avec le risque du chômage. Ok, très bien. Quel est le problème de la fonction publique? C'est que le patron, c'est-à-dire l'État, est un mauvais patron. Il va convoquer les organisations syndicales et patronales dans une conférence sociale les 20 et 21 juin. Mais quand se convoquera-t-il lui-même pour faire les réformes de fond concernant précisément les retraites des fonctionnaires? C'est-à-dire les primes, qui sont un manteau épais comme ça, épais, personne n'y comprend 40%. rien. C'est énorme. Pour les policiers, c'est parfois 30% du mais salaire. oui, mais il n'est pas illogique d'intégrer les primes dans le calcul des retraites. Bien sûr. À ce moment-là, on peut dire convergence. Bien sûr, on ne va pas continuer à... Dis donc, ça fait un chèque, hein, si je peux me permettre. Ça fait un chèque. Mais bien sûr. Donc, il faut le faire dans le temps, mais il faut réformer la fonction publique. La logique de corps est une logique qui, aujourd'hui, est une logique dépassée. Mais nous vivons encore sur le régime des corps. Ça fait penser un peu aux corporations de l'Ancien Régime. Ce n'est pas la faute des personnes concernées, c'est la faute d'un système qui ne se réforme pas lui-même. Le gouvernement, le Parlement doivent véritablement lancer la réforme en profondeur de la fonction publique. Mais ça vaut ce que vous êtes en train de dire pour les régimes spéciaux aussi? Oui, bien sûr. Parce que dans les régimes spéciaux, on n'a pas donné de moyenne de retraite, hein, mais par exemple, tout ce qui est électricité et gaz, donc les salariés, les anciens salariés, oui, voilà, les IEG, donc c'est le terme technique, on est à 2366 € de retraite par mois, en moyenne. Vous savez ce qui me dérange dans le débat, c'est qu'on est en train de mettre des chiffres sur la table comme si les uns gagnaient plus que les autres, et c'était ça le problème. C'est ça, non mais la réalité, c'est l'absence de lisibilité. C'est que c'est tellement complexe. Quand vous avez autant de complexité, et même pour quelqu'un qui aurait fait que sa carrière dans le privé, vous avez la CNAV, la GIRC, l'ARCO, si vous avez une partie cadre ou non cadre dans votre carrière. Vous avez la question de l'IRCANTEC pour les qui sont en fait sur ceux des contractuels de l'État. Enfin, vous avez. C'est tellement compliqué qu'on se dit mais à quoi ça sert de conserver un système aussi complexe, incompréhensible et qui en tire profit finalement? Nicolas Bouzou. Mais je ne sais pas si ça va vous mettre d'accord, mais je crois de toute façon qu'aborder le problème des retraites par le niveau des pensions est une mauvaise façon de s'y prendre. Je conçois qu'il y ait des problèmes d'équité, mais au fond, c'est pas ça le sujet. Déjà, les taux de remplacement en France, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou du secteur privé, ils sont faibles par rapport aux pays de l'OCDE. C'est-à-dire que les retraites, en réalité, en France, par rapport au salaire, sont faibles, je ne veux pas dire de bêtises, mais 4 à 5 points inférieurs à ce que l'on a dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Vous voulez dire que les autres sont à 80% de oui, leur salaire c'est ça. en retraite. Oui, alors tout dépend comment on calcule. Tout dépend si on prend par rapport au dernier salaire ou par rapport à la moyenne des salaires. Mais en tout cas, on est nettement au-dessous des pays de l'OCDE. Mais justement, alors c'est là où, par contre, nos avis vont diverger, parce qu'on a une tendance à l'allongement de la durée de cotisation. C'est-à-dire que vous avez deux façons de prendre le problème. Si vous prenez le problème par les pensions, et vous vous dites, finalement, on a trop de pensions par rapport aux recettes, ce qui est comptablement vrai. Si vous en déduisez qu'il faut d'une façon ou d'une autre réduire les pensions. Quand on parle de l'alignement du régime des fonctionnaires sur le régime du privé, en réalité, ce qu'on veut faire à terme, c'est réduire les pensions du secteur des fonctionnaires, en tout cas par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais je veux dire, quand vous êtes économiste, vous essayez d'avoir une vision qui ne soit pas uniquement comptable. Vous essayez de vous dire quel va être l'impact sur l'ensemble de l'économie. Si vous avez des retraités, je vais être très pratique, mais si vous avez des retraités qui ont moins de pensions, qui prennent moins de TGV, qui vont moins à l'hôtel, etc., de toute façon, au niveau économique, vous ne vous y retrouverez pas. Donc on peut sans doute, je veux bien qu'on aborde cette question des pensions, mais plus pour des raisons d'équité que pour des raisons d'efficacité. Si vous dites, je veux dire, les taux de remplacement sont bas, moi je veux
débat, ça revient sans arrêt. Pardon, Nicolas Bouzou, mais à chaque fois qu'on discute de cette réforme de retraite, et les fonctionnaires, et quand est-ce qu'ils payent, et les régimes spéciaux. Mais c'est pas parce que c'est un débat qui revient qu'il est forcément justifié du point de vue, en tout cas, que c'est le principal du point de vue économique. Le principal du point de vue économique, pardonnez-moi de me répéter, c'est comment on cotise plus longtemps en travaillant plus longtemps. Et là, je peux vous dire que si on arrive à faire ça, les débats sur les régimes spéciaux, qui sont de vrais débats, je ne veux pas me faire mal comprendre, mais ils sont secondaires. C'est secondaire. Alors, et en même écoutez, temps, je voudrais vous faire entendre le témoignage, puis je vous redonne la parole tout de suite. Je voudrais vous faire entendre, c'est plus qu'un témoignage, c'est l'avis de Raymond Soubi. Raymond Soubi, c'est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. On dit que c'est l'homme qui a piloté depuis l'Élysée la réforme de 2010, et il dit justement un peu ce que vous disiez, en tout cas certains d'entre vous. Attention au corporatisme. François-Xavier Rigaud et Dominique Lemarchand l'ont rencontré. Il ne faut pas dire que les fonctionnaires sont des nantis. Ils ne sont pas des nantis par leur rémunération. Ils ne sont pas non plus exactement des nantis, contrairement à ce qu'on dit beaucoup ces jours-ci, par rapport au régime de retraite. Si vous prenez les rémunérations, bon, qu'est-ce que vous constatez quand vous comparez les rémunérations de la fonction publique par rapport au privé? Vous voyez que dans les échelons les plus bas de la fonction publique, au fond, les rémunérations sont plutôt égales ou supérieures à celles qu'on trouve dans le privé. Et au fur et à mesure que vous montez dans la hiérarchie, vous voyez que les rémunérations dans la fonction publique sont plus basses. Autrement dit, il y a un éventail plus resserré des rémunérations, avec une caractéristique qui interfère avec la question des retraites, qui est même centrale, ce sont les primes. Vous avez des fonctionnaires qui n'ont aucune prime. Par exemple, les enseignants du premier degré qui n'ont pas de prime, quasiment pas de prime. Et puis vous avez des fonctionnaires, par exemple, sans vouloir les citer particulièrement ceux de Bercy, qui ont des primes ou des primes importantes. Donc vous avez à l'intérieur de la fonction publique des inégalités de rémunération qui tiennent au fait que des corps entiers ont des primes, beaucoup, certains n'en ont pas du tout et certains en ont moyennement. Je vous cite le corps des contrôleurs de navigation aérienne. Le corps des contrôleurs de navigation aérienne a une durée de travail très basse. Très basse. Bon, beaucoup plus basse que les 35 heures. Et le corps, je n'ai rien contre lui, c'est un corps difficile, un métier difficile à exercer. Et les agents du contrôle de la navigation aérienne partaient à la retraite à 50 ans. C'est considéré comme un service actif, une fonction pénible. Et maintenant, après la réforme de 2010, à 52 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a la fonction publique, il y a des fonctions publiques avec des primes, pas de primes, avec des hauts, avec des bas, avec des régimes de retraite différents, avec des âges de retraite différents. Vous avez une grève des contrôleurs de la navigation aérienne, tenez, ces jours-ci, ça perturbe gravement le trafic aérien. Un gouvernement ne peut pas trop longtemps faire face à cette situation. Vous avez des enseignants qui sont en grève, quand même très embêtant vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des familles. Je ne parle même pas des gens qui n'ont pas ce droit, les policiers, l'administration pénitentiaire. Donc en réalité, ils ont un pouvoir de blocage sur les services publics, dont sur la société française telle qu'avant d'y toucher, les gouvernements y regardent à deux fois. Ce qu'il faudrait, c'est ce qui a été décidé en 2007 sur les régimes spéciaux, c'est de dire que les nouveaux entrants, désormais seront soumis à des règles différentes. Auquel cas, les gens actuellement en place seront moins touchés. Et sur la durée, on aura fait une réforme profonde. Si on attaque frontalement ce qu'à mon avis le gouvernement n'a nullement l'intention de faire, telle ou telle de ces corporations, on aura des crispations, on aura des réactions, on aura des grèves, et on risque de faire échouer pas seulement les mesures sur la fonction publique, mais l'ensemble de la réforme des retraites. Donc je crois qu'il faut être exemplaire sur la fonction publique, suffisamment, ne pas aller trop vite et accepter de changer les choses dans le temps, en donnant le temps au temps. Alors, Raymond Soubi vote Bernard Vivier, ça c'est entendu clairement. Il est assez sur la méthode que vous décriviez comme étant la méthode de François Hollande tout à l'heure. Oui, et en citant François Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Et on parle de l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Mais bien sûr, parce qu'un directeur des ressources humaines dans une entreprise, un ministre le sait quand il s'intéresse à son ministère dans la durée. Hâte-toi lentement.
Parce que nous avons besoin dans notre pays de prendre conscience du caractère inéluctable des réformes. Et là, notre pays a pris conscience. Regardons, il y a 5-6 ans, on n'était pas comme ça. Regardez les adhérents de la CFDT en 2003. Ils étaient vent debout contre la position de leur confédération. Aujourd'hui, ils la soutiennent, ils l'approuvent et ils avancent. Et aujourd'hui, nous avons également, dans le monde de la fonction publique, une lente prise de conscience, avec également l'exigence de ne pas être pris pour les boucs émissaires ou les dindons de la farce. Et donc, il faut du temps surtout pour que le gouvernement réforme l'administration. Intégrer les primes, ça va demander effectivement beaucoup de temps. Tiens, à propos des primes, un téléspectateur ou une téléspectatrice se fait une réflexion. En fait, les primes des fonctionnaires, c'est du travail au noir? Non, c'est pas du travail au noir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cotisation sociale, c'est un clin d'œil, il faut le comprendre comme ça. Mais il n'y a pas de cotisation de l'État, finalement l'État donne des sous de côté pour arranger la politique qui a bloqué le point d'indice depuis 2010 dans ces eaux-là, et donc qui fait que plutôt que de donner un point d'indice, on a choisi de donner des primes qui effectivement ne sont pas soumises à cotisation. D'ailleurs, c'est un manque à gagner pour les caisses aussi, puisqu'il n'y a pas de cotisation. 6 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes, que ne récupèrent pas les caisses sociales à cause de ces cotisations inférieures et pas sur les primes. Oui. C'est énorme. Tous les ans, c'est énorme. Et c'est pas une position qu'on peut tenir. Pourquoi est-ce qu'on oblige les employeurs à payer plein pot les cotisations sur tout ce qu'ils versent à leurs salariés? Et pourquoi l'État, lui, se permet... Non mais attendez, si, quasiment tout. Oui, bon, alors, excepté ça, mais bon, pour une prime de résultat sur lequel la plupart des salariés sont rémunérés quand même, tout le monde n'a pas la participation et l'intéressement, ça reste quand même dans des grandes entreprises. Vous qui parlez des TPE et des PME tout le temps, là, quand même, la participation et l'intéresson, on sait que c'est quand même réservé aux grands groupes. Mais moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que moi, je suis très, très inquiète sur cette question de flux et de stock. Parce qu'on a entendu Raymond Soubi, on a entendu Jean-Marie Le Guen aussi, précédemment dire qu'il fallait agir sur le flux et pas sur le stock. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même face à 20 milliards de déficit. Alors le stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas du tout toucher au mode de calcul des retraites de tous les fonctionnaires, des 5,2 et quelques millions de fonctionnaires qu'on a aujourd'hui qui vont bientôt partir à la retraite et qu'on ne touchera qu'à ceux qu'on va embaucher demain. Ça n'est pas tenable. Oui, demain, il faudra embaucher sur exactement les mêmes modes de calcul. Et d'ailleurs, supprimer le statut de la fonction publique parce que c'est un des problèmes sous-jacents. Carrément. Mais bien sûr, embaucher sur des contrats de droit privé. C'est ça la clé. Demain, il faudra embaucher dans la fonction publique sur contrat de droit privé. Je me trompe ou les pays qui ont fait ces réformes, et je pense notamment à la Suède, ont justement fait ce que vous êtes en train de suggérer, c'est de débarrasser du statut de fonctionnaire. Oui, par exemple, les enseignants en Suède ont des contrats de droit privé tout à fait comme vous et moi, et il n'y a pas de différence entre public et privé. D'ailleurs, ça permet quoi? Vous avez mis tout le monde dans la rue, enfin quand je dis tout le monde, l'ensemble de la fonction publique est dans la rue. Il faut arrêter avec ça, parce qu'on est le seul pays d'Europe qui n'a pas réformé son statut public. On est le seul. Les Suisses ont voté à 67% pour la suppression du statut de la fonction publique. Les Suédois, on vient d'en parler. Les Allemands, ils n'ont plus que 1,6 million de fonctionnaires sous statut. Tout le reste, ce sont des personnels qui ont des contrats de droit privé typiquement comme les nôtres. L'Italie aussi a réformé. On ne peut pas rester le seul pays qui ne réforme pas là-dessus. Avec Comin. Non, mais bon, bien sûr, je suis en désaccord. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on voit que les Français sont très attachés au service public à la française et que, bien entendu, il faut maintenir, voire renforcer, améliorer. Ça explique que ça fera l'objet d'une table ronde à la conférence sociale. Les 2/3 des Français sont pour un alignement du mode de calcul public-privé. Oui, mais c'est là où je dis il faut un grand débat public pour éclairer les salariés sur... Parce que, à quelle question répondent-ils? Ils pensent finalement que les fonctionnaires ont un niveau de retraite supérieur aux salariés du privé. Ils sont mieux traités que les gens du privé. Oui, mais parce qu'on laisse passer l'image. Ce qui est faux. Ce qui est le cas. Non, ce qui est faux pour nombre d'entre eux. Si, parce que vous l'avez dit vous-même, la plupart des carrières dans le privé sont incomplètes, alors qu'il n'y a que des carrières complètes dans le public, parce que par définition, vous ne pouvez pas perdre votre emploi, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redéfinir ce qu'on appelle, ce qu'est une carrière complète. Nous, on est favorable à ça, notamment pour prendre en compte une partie des années d'études, parce que sinon, effectivement, les jeunes, ils ont leur retraite à 70 ans. Il y en a certains qui ont leurs études payées pendant lesquelles ils cotisent, par exemple les normaliens, les polytechniciens. Alors, eux, ils partent... Non, nous, on parle de prendre une partie des années d'études. Il faut effectivement se mettre d'accord. Est-ce que c'est Bac plus 3? Est-ce que c'est... Bon, on se met d'accord là-dessus. Mais en tout cas, permettre aux salariés, arrivés à 60 ans, de choisir entre partir à la retraite ou rester en activité. Et d'ailleurs, je fais le pari, moi, que si on arrivait à gagner sur le travail,
sur l'amélioration des conditions de travail, je pense qu'on aurait des salariés qui continueraient à travailler après 60 ans et ils seraient volontaires pour le faire. Or, aujourd'hui, il y a effectivement 60% des salariés qui se disent souffrir au travail et je crois que ça, c'est un véritable problème. Quand est-ce qu'on va discuter de ces questions-là? Il faut agir sur le flux et sur les stocks, les deux. Il ne faut pas se laisser manipuler sur cette idée qu'il ne faudrait réagir que sur les nouveaux embauchés. Comment ont fait les pays qui ont résolu cette équation-là, qui avaient un système qui peut-être ressemblait au nôtre et qui ont résolu l'équation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, sans manif. Non, nous sommes assez atypiques. Nous sommes un peu singuliers dans le concert des nations européennes. Il est des pays qui ont des retraites par capitalisation. Nous n'en voulons pas et c'est raisonnable. Il est des pays qui ont un système par répartition. Mais les Suédois, par exemple, qui avaient notre système par répartition. Ils sont assez critiques. Ils ont un système par points. Ça a été dit. Ils sont très critiques. Alors, nous avons cette question de la retraite par points. Les comptes notionnels, qui était d'ailleurs assez fortement avancée par la CFDT, qui n'en parle plus aujourd'hui parce qu'il y a un risque de glissement vers la retraite par capitalisation. Mais la retraite par points, elle existe d'une certaine façon dans les retraites complémentaires. Pour les salariés du privé, il y a deux types de financement des retraites. Le régime général, que nous devons à la sécurité sociale en 1945, et puis les retraites complémentaires. Les cadres l'ont eu en 1947, la GIRC, et les non-cadres en 1961, l'ARCO. C'est un système élaboré, ces retraites complémentaires sont par points. On gagne des points, il y a une valeur du point au moment où on part en retraite. Ça veut dire que c'est un système finalement assez souple, qui permet de ne pas avoir des réflexions sur l'âge légal de départ en retraite, Bon, et en même temps, il y a des risques de voir ce système par points évoluer vers un système plus individuel de retraite par capitalisation. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu prudents, mais l'esprit de la réforme est bon. Et un certain nombre de pays ailleurs en Europe le pratiquent, ce système. Nicolas Bouzou, une question. On peut être sauvé par un retour magique de la croissance, un retour de la croissance tout court? Moi, je me souviens d'une époque Jospin, d'ailleurs, me semble-t-il, où il y avait eu un rapport Charpy très dur qui demandait des mesures très sévères et juste derrière un rapport Telat qui avait dit pas de problème, il y a 3% de croissance l'an prochain. Est-ce qu'on peut être sauvé par un retour de la croissance? Alors, je ne pense pas qu'on puisse être sauvé parce qu'il y a des évolutions démographiques qui de toute façon ne changeront pas avec la croissance, mais en tout cas il est clair que la croissance peut nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'étaler considérablement ces réformes dans le temps. Je ne suis pas sûr d'ailleurs du point de vue de la réforme que ce soit extrêmement souhaitable parce que si la théorie économique nous dit qu'il faut faire des réformes quand on a de la croissance, la pratique politique nous dit que quand il y a de la croissance, on ne fait pas de réformes et le jour où il n'y a plus de croissance, on se retrouve avec de grandes difficultés. Mais il est clair que si demain, c'est-à-dire en 2015, ce qui est tout à fait possible, à mon sens, vous avez 2% de croissance et 2% d'inflation, c'est-à-dire que toutes vos recettes, elles augmentent de 4 à 5%. Donc vous passez, donc recettes sociales, recettes fiscales, etc. Donc vous passez d'un système où vos recettes stagnent, voire diminuent légèrement, à un système où en 2 ans, elles ont augmenté de 10%. Donc oui, évidemment, oui, c'est un soulagement. On passe ensemble aux questions SMS. Notre président osera-t-il s'attaquer aux fonctionnaires et aux régimes spéciaux? Un pari, Bernard Vivier. Non, pas tout de suite. Le rapport Moreau est un test. C'est presque un avant-test. Le 20 et 21 juin, la conférence sociale parlera de la question. Si la mesure doit être prise, c'est vraisemblablement un peu plus tard. Le président de la République, rappelons-le, a une logique de petits pas. Et c'est prudent. Une logique d'évitement des grands écueils. On a encore le temps pour les petits pas? Pardon? On a encore le temps pour les petits pas? Un tout petit peu, pas beaucoup, parce que Manuel Barroso dit attention. Encore un instant, Monsieur le Bourreau. Exactement, exactement. Mais il vaut mieux des petits pas qui font qu'au bout du compte on avance un peu, plutôt qu'une grande réforme autoritaire qui entraîne du monde dans la rue. Alors il ne faut pas avoir peur de la réforme. Mais effectivement, l'esprit de réforme, ce n'est pas l'esprit de l'affirmation péremptoire. Il faut être prudent. François Hollande est assez efficace là-dessus. A-t-on déjà chiffré les économies de gestion si l'on instaurait un seul régime de retraite pour tous, plus juste? Oui, on l'a chiffré. On est au-dessus de 2 milliards d'euros par an. Rien qu'en fusionnant ARCO, AGIRC, la CNAV, les régimes spéciaux et tout ce qui est fonction publique. Donc oui, ça peut économiser. Déjà, rien que ça économise. Et je crois que la convergence, on peut très bien la faire en la chiffrant. Alors, petit pas ou pas, c'est-à-dire que déjà les trois dernières années, on pourrait les prendre déjà l'année prochaine pour la fonction publique et ajouter 2 ans tous les ans. Donc en 2025, on serait sur les 25 dernières années par rapport aux 25 meilleures années. Ça paraît pas non plus absolument délirant par rapport
rapport à ce qu'avait fait Balladur en 93. Et là, c'était passé comme une lettre à la poste. Je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas aussi. C'était au beau milieu du mois d'août. Oui, ça, je suis sûr que vous voteriez même pas pour elle comme députée. L'État pioche-t-il dans les caisses du privé pour pouvoir payer les retraites du public? Non. Non, puisqu'il pioche, mais pour payer les retraites du privé. Il pioche où? Sur les marchés? Non, dans les cotisations, dans les cotisations sociales. Il pioche dans nos impôts. Du contribuable. Dans nos impôts. Oui, voilà. Mais pas des salariés, pas sur les cotisations sociales. Ce sont les régimes de non-salariés, les artisans et les commerçants qui bénéficient le plus de la compensation, puisqu'il y a une caisse de compensation, et donc ce sont les salariés du privé qui financent les régimes des non-salariés, des commerçants et des artisans. Entre verser une retraite ou une indemnité chômage aux seniors, qu'est-ce qui coûte le moins cher à la société? Ah ben là, il y a un transfert de caisse dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut effectivement regarder la situation de l'emploi. Et il est complètement fou de vouloir faire travailler plus longtemps les seniors alors qu'on les jette des entreprises à 59 ans en moyenne. Donc le plus cher, c'est l'indemnité chômage. C'est l'indemnité chômage. L'indemnité chômage est un peu moins chère comptablement. Mais si vous regardez les effets économiques, c'est-à-dire le fait que vous avez, attendez, en même temps, mais si vous avez tranquillement. Oui. Donc comptablement c'est un peu moins cher, mais si vous regardez le fait que les demandeurs d'emploi évidemment ne participent pas à la production des entreprises, etc. En réalité, le coût macroéconomique il est bien évidemment plus élevé. En France, pourquoi ne faut-il jamais toucher aux fonctionnaires, Éric Aubin? Non, mais en plus, je crois que c'est un faux débat. J'ai été surpris, moi, de la presse qui a mis en avant cette opposition entre privé et public. Encore une fois, quand on explique aux salariés, aux Français, ce que sont véritablement les régimes, pourquoi on a des différences de règles de calcul, etc., il n'y a plus de problème public-privé. Donc il ne faut pas en faire un problème. Nous, on se battra pour maintenir la pérennité de nos régimes, assurer l'équilibre pour tous les salariés, qu'ils soient fonctionnaires ou du privé. On a entendu, mais les chiffres, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Moi, je sais pas les chiffres. Comment va se faire, c'est la question suivante, comment va se faire l'allongement de la durée de cotisation avec un chômage aussi important? C'est le sujet, c'est le cœur du sujet. C'est pour ça que je dis, le gouvernement doit traiter les deux en même temps, y compris d'ailleurs la croissance. On pourrait dire croissance, retraite et chômage. Il faut aborder les trois questions de fond. Mais la vraie question, Nicolas, c'est vraiment comment on va créer des nouvelles entreprises. On le dit depuis tout à l'heure. Comment on change la politique de l'emploi? Non, mais on le dit depuis tout à l'heure. C'est là qu'on crée l'emploi. Le président de la République l'a dit aux assises de l'entrepreneuriat. Et donc, comment on fait pour libérer les énergies françaises qui sont aujourd'hui corsetées de toutes parts? La réglementation du travail, la dépense publique qui est trop importante et donc on est dans un attentisme permanent. Tout ça, et la fiscalité qui pèse sur nos entreprises. Tout ça doit être libéré. Va-t-on supprimer les systèmes de pré-retraite? Il n'y en a plus? Ça a déjà été fait. Moi, j'ai un chiffre, dans le cadre de la négociation sur la pénibilité entre 2005 et 2008, on avait fait un petit groupe de travail qui montrait qu'il y avait 12 dispositifs de départ anticipé. Il n'en reste plus qu'un, c'est l'amiante. Les 11 autres ont disparu. Ça permettait à 850 000 salariés de sortir de l'activité et ça coûtait 9 milliards d'euros à l'État. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. D'ailleurs, ça pose un problème pour tout ce qui est reconnaissance de la pénibilité, car on aurait besoin d'un dispositif, ce qui permettrait d'éviter de jouer avec les ruptures conventionnelles, qui ont explosé, 1,1 million de ruptures conventionnelles. Pour moi, il y a une partie de ces ruptures conventionnelles qui sont liées au fait qu'on n'a pas de dispositif de fin de carrière. Des pré-retraites déguisées qui sont portées par l'assurance chômage, vous voulez dire? C'est ça le coup de départ. Les retraites des parlementaires seront-elles concernées par la réforme, puisqu'on parle de justice? Ça, c'est un bon sujet. Évidemment, ça ne représente pas des masses financières très importantes, mais enfin, il me semble que du point de vue, là, pour le coup, de l'équité et de l'exemple, ça me paraît être une absolue nécessité. Mais le symbole est là, il faut absolument qu'on y touche, bien sûr. Tout cela nous promet-il une rentrée difficile? Non, une rentrée passionnante. On a un sujet sensible qui est sur la table, on le sait. À chaque fois qu'il y a eu des réformes, en 93 effectivement, mais c'était un décret au mois d'août, les salariés sont sensibles aux questions des retraites. Éric Aubin, vous leur donnez combien de temps avant de décréter un mot d'ordre de blocage Non, mais ça ne se décrète pas. D'abord, je pense qu'il faut qu'ils comprennent. On peut décider de débrouiller. Combien de temps ils ont? Vous leur donnez combien de temps au gouvernement? Les autre choix possibles, car il existe d'autres choix. Donc il faut leur expliquer, qu'ils soient convaincus de ça, et ensuite effectivement qu'ils fassent valoir leur voix autour de ce débat. Je pense qu'on aura besoin que les salariés s'occupent de cette affaire-là, y compris durant l'été, puisque la réforme, c'est projet de loi au 20 septembre, autour de cette date-là. C'est ce qui nous est en tout cas un défilé avant l'été ou pendant l'été, ce sera difficile. Donc on se promet un défilé à la rentrée, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? On verra. On n'a pas de date de fixée pour l'instant, mais prudent, en tout cas, il faudra que les salariés s'occupent de cette affaire. Je pense que oui, on en a besoin. Il ne faut pas caricaturer les syndicats et en faisant des machines à contester de façon systématique. Les syndicats sont
conduites, et sont animés par des militants et des dirigeants qui sont responsables, qui connaissent les chiffres. Ils sont aussi des pédagogues. Et des pédagogues de l'effort, disons-le. Donc oui, contester peut-être, la CGT le dit, contester mais aussi négocier, contester mais aussi accepter de réformer, pas n'importe comment et pas à n'importe quel rythme. Mais notre pays a une gestion lente de la vie sociale et aujourd'hui le climat social il n'est pas à l'explosion, il est plutôt à l'inquiétude, à la lourdeur, au repli sur soi, à l'implosion. Et le jour où ça peut exploser par des jacqueries ponctuelles, ou alors sur le terrain politique, parce que le peuple dira moi je me confie aux extrêmes et pas aux partis de centre. Mais il y a là, pour vous, spécialistes des relations sociales et parfois des conflits, une source de conflits profonds, durs. Plus aujourd'hui sur la question des retraites. Les choses ont beaucoup évolué et notre pays a mûri sur la nécessité d'une réforme structurelle des retraites. Oui, mais c'est notre intérêt qui est à tout ce qui est en jeu, c'est l'intérêt général. Il faut sortir des visions individualistes. Chacun veut garder sa petite retraite, son petit calcul. Maintenant, il faut réconcilier tout ça. Allez, merci à tous les quatre en tout cas d'avoir mis le travail sur la table. C'est la fin de cette émission. Ce C'est dans l'air sera rediffusé ce soir si vous avez manqué le début, 22h30. Et demain, vous retrouverez Yves Calvi. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.